Merci de nous rejoindre sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition et cette nouvelle montée de violence en Libye. Le général Haftar a demandé à ses troupes de Benghazi d'avancer vers Tripoli. C'est dans la capitale libyenne que se trouve le gouvernement d'union nationale. Les derniers développements en début de journal. Et c'est bien une défaillance du Boeing 737 MAX qui est à l'origine du crash d'Ethiopian Airlines en mars. L'analyse des boîtes noires a mis hors de cause les pilotes de la compagnie. Vous entendrez la ministre éthiopienne des Transports. Et puis quand les modèles noirs en peinture retrouvent leur identité, quand une négresse retrouve son prénom, c'est l'histoire qui se raconte à travers l'exposition en ce moment au musée d'Orsay à Paris, le modèle noir de Jericho Amatis. Pape Ndiaye, le conseiller scientifique de l'exposition, était notre invité. En Libye, donc, le maréchal Khalifa Haftar a ordonné à ses forces d'avancer vers la capitale Tripoli, le siège du gouvernement d'union nationale. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, le pays est coupé en deux. Les forces du général Haftar, donc, qui sont basées à Benghazi, et le gouvernement de Tripoli, qui est lui reconnu par la communauté internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est actuellement en Libye et il s'est dit ce jeudi préoccupé par le risque de confrontation. Les précisions sur ce dossier de Juliette Lacharnay. Pas à pas, le convoi de l'armée nationale libyenne se rapproche un peu plus de la capitale. Ces dernières heures, elle affirmait avoir pris au moins le contrôle de Gariane, une ville située à 100 km plus au sud de Tripoli. L'offensive a été lancée par le maréchal Khalifa Haftar. Tripoli, c'est à toi que je m'adresse, mais aussi à tous les valeureux combattants. Il est l'heure de lancer l'assaut. Avancez comme vous avez l'habitude de le faire, d'un pas sûr et par la grâce de Dieu. Rendez-vous à Tripoli en paix, vers tous ceux qui veulent la paix. L'homme fort de l'Est du pays a récemment étendu son contrôle au sud et se dit prêt à éliminer les terroristes de l'Ouest. Depuis 2011 et la mort de Mouammar Kadhafi, le pays est scindé en deux. D'un côté, l'armée de libération nationale à l'est de la Libye. De l'autre, le gouvernement d'union nationale, reconnu par les Nations Unies, est basé à Tripoli. À sa tête, Fayez El-Sarraj se dit prêt à faire face. Nous avons adressé des instructions et déclaré une alerte générale à tous nos militaires et forces de sécurité pour qu'ils se tiennent prêts. Pour certains diplomates, cette percée de l'ANL a pour but de faire pression sur le gouvernement central pour qu'il accepte un accord de partage de pouvoir. Une escalade dénoncée par le secrétaire général des Nations Unies en déplacement ce jeudi à Tripoli. Antonio Guterres, censé relancer les médiations entre les deux camps, les appelle à mettre fin aux affrontements. Il doit évaluer la situation politique du pays. Il est aussi en pleine préparation d'une conférence nationale qui doit se tenir mi-avril sous l'égide de l'ONU. Il s'agira de fixer une date pour des élections législatives et présidentielles en Libye. Les pilotes d'Ethiopian Airlines mis hors de cause après le crash du Boeing 737 MAX, c'était le 10 mars dernier. Et ce sont les conclusions du rapport après l'analyse des boîtes noires. Les données transmises par l'avion à ce qu'on appelle la sonde d'incidence ont été erronées. Et donc, c'est bien une défaillance de l'appareil. Boeing a pris acte de cette défaillance. Et je vous propose d'écouter la réaction de la ministre éthiopienne des Transports. Voici les premiers éléments que nous avons pu déterminer. Premièrement, l'avion possédait un certificat de navigabilité valable. Deuxièmement, l'équipage avait obtenu la licence et les qualifications nécessaires pour effectuer le vol. Troisièmement, tout semblait normal au décollage. Et enfin, quatrièmement, l'équipage a effectué toutes les procédures répétées fournies par le constructeur, mais n'a pas été en mesure de contrôler l'avion. Au Burkina Faso, ces affrontements intercommunautaires dans la commune d'Arbinda, des affrontements qui ont lieu entre dimanche et mardi. Un bilan officiel fait état d'au moins 62 morts et les autorités burkinabées ont appelé les populations au calme. Les précisions de notre correspondant au Burkina Faso, Khalid-Oussi. La situation sécuritaire est telle que personne n'est à l'abri. Ces mots forts ont été prononcés par le ministre de l'administration territoriale suite au nouveau bilan des tueries d'Arbinda. Le ministre Siméon Sawadogo a précisé que parmi les 62 morts, 32 sont du fait des terroristes et 30 autres découlent des affrontements communautaires qui s'en sont suivis. 9 personnes ont également été prises en otage.
Tout a commencé dans la nuit du 31 mars dernier, dans le village de Arkham, situé à 7 km d'Arbinda, lorsque des individus armés ont tué un chef religieux, son fils et son neveu. S'en sont suivis des affrontements communautaires aussi armés entre les communautés Peul, Kurumba et Mossi. Ces tueries interviennent quelques jours à peine après le massacre de 160 Peul au Mali, c'était le 23 mars dernier, et 4 mois après le massacre de Yirgou, c'était ici au Burkina Faso, où près de 48 personnes ont trouvé la mort selon le gouvernement et plus de 200 personnes, majoritairement Peul, selon la société civile. Alors que le Burkina Faso est en guerre contre le terrorisme depuis 2015, les autorités devront vite trouver des réponses face à l'émergence de conflits communautaires. La Belgique présente officiellement ses excuses pour les injustices subies par les milliers d'enfants métis nés en Afrique de pères belges pendant la période coloniale. Ces enfants ont été retirés à leur mère pour être mis à l'écart de la population. Le Premier ministre Charles Michel parle d'une politique d'enlèvement forcé. Écoutez-le. Gouvernement fédéral belge, je présente mes excuses aux métis issus de la colonisation belge et à leurs familles pour les injustices et les souffrances qu'ils ont subies. Je souhaite aussi exprimer toute notre compassion envers les mamans africaines dont les enfants ont été arrachés. En mettant en place, dans l'Afrique coloniale belge, un système de ségrégation ciblé à l'encontre des métis et de leurs familles, l'État belge a posé des actes contraires au respect des droits humains fondamentaux. Ils ne sont plus d'une couleur, des négrillons ou des négresses, mais des hommes et des femmes que les artistes de Jéricho à Matisse ont mis en peinture. Et le musée d'Orsay à Paris leur rend leur identité dans une exposition qui se tient actuellement, le modèle noir. Pape Diagne, le conseiller scientifique de l'exposition, était notre invité et il revient sur les détails des œuvres présentées. Ils n'ont pas d'identité particulièrement explicitée. Ce sont des personnes qu'on appelle modèles noirs, femmes noires, éventuellement négresses, comme dans le portrait de Madeleine. Bref, l'exposition essaie de leur donner une identité autant que possible, de restituer également des noms. Des recherches ont été faites dans cette direction qui montrent au fond que Paris en particulier au XIXe siècle était une ville déjà multiculturelle, qu'il existait un Paris noir dans les années 1850 avec des modèles occasionnels comme l'or qui pose derrière l'Olympia. Alors justement, on va parler de ce tableau, l'Olympia, vu que vous le citez. On a une femme blanche nue en position allongée et une femme derrière elle. Vous pouvez nous dire un peu plus? Vous me disiez hors antenne tout à l'heure, au début on ne voyait la seule personnage noire qu'on voyait entre guillemets, c'était le chat. Oui, on a parlé plus du chat que de la femme noire qui est au second plan, qui offre le bouquet de fleurs à Olympia, c'est un tableau qui a fait scandale en 1865, mais au fond on a très peu parlé jusqu'à présent de cette jeune femme au second plan qu'on connaît sous le nom de Laure. C'était son prénom. Manet en parle dans l'un de ses carnets où il conseille à des amis peintres d'utiliser ce modèle occasionnel. On connaît même son adresse, figurez-vous, rue Vintimille dans le 9e arrondissement. Bref, c'est un des modèles phares, en quelque sorte, de l'exposition qui a posé pour beaucoup de peintres dans les années 1860 et 1870. Et donc l'exposition, elle restitue tout un pan, finalement, de la peinture, de la sculpture aussi, car il y a de très belles sculptures dans l'exposition, de la photographie, avec les photographies de Nadar, par exemple, qui avait été un peu invisibilisé en quelque sorte, qu'on ne voyait plus. On assiste d'une manière générale aussi à une émergence de cette conscience noire et de cette présence noire dans l'art et dans la peinture particulièrement. C'est dû à quoi? À des personnalités qui veulent prendre conscience de leur histoire, des descendants africains qui veulent montrer que de toute façon le noir existe depuis bien longtemps dans la société, comme vous le disiez. C'est un mouvement qu'on observe depuis quelques années, mais dès les années 20, dans la dernière partie de l'exposition, on constate que ces modèles parlent en quelque sorte. Vous voyez Joséphine Baker, par exemple, avec l'arrivée des Noirs américains dans les années 20 à Paris, l'émergence d'une conscience noire qui revendique aussi
politiquement la fin de la ségrégation aux États-Unis ou bien une amélioration du sort des colonisés. Donc il y a toute une histoire politique aussi qui est en filigrane de cette exposition, depuis la lutte contre l'esclavage au XIXe siècle jusqu'à des luttes politiques plus contemporaines. Et au fond, il est vrai que cette exposition n'aurait peut-être pas pu avoir lieu il y a quelques années. Il se passe des choses dans la société française avec des formes de visibilisation, des formes de subjectivation en quelque sorte, par lesquelles on s'aperçoit que la présence noire n'est pas simplement celle des années 60 et des grands phénomènes migratoires, mais que c'est une histoire longue qui est partie prenante de la société française. Et cette exposition va même au-delà, puisque je le disais, c'est aussi pour retrouver une identité au modèle. Vous parlez de Madeleine, on va s'intéresser aussi à ce tableau. Madeleine, c'est un modèle que l'on voit ici. C'était d'abord une négresse. Est-ce que vous pouvez nous dire comment cette négresse est redevenue elle-même ? Elle est peinte, Madeleine, par une femme peintre, Madame Benoît, en 1800. Madeleine vient de Guadeloupe. Elle était donc esclave jusqu'en 1794 et elle redevient probablement esclave 2 années après, lorsque Napoléon recrée l'esclavage. Donc, elle est peinte ici dans cette fenêtre démocratique où c'est une femme libre. Vous voyez d'ailleurs que les 3 couleurs du drapeau sont présentes sur ses vêtements. Et elle est effectivement intitulée « Portrait d'une négresse » à cette époque. Le Louvre, plus récemment, l'a intitulée « Portrait d'une femme noire ». Et puis en regardant dans les papiers de la famille Benoît, la famille qui venait avec elle depuis la Guadeloupe, on s'est aperçu que cette femme s'appelait Madeleine. Et donc nous avons choisi aussi de renommer le tableau qui est désormais le portrait de Madeleine plutôt que le portrait d'une femme noire. Et c'est la fin de cette édition africaine. Merci de votre fidélité au Journal de l'Afrique. Restez sur France 24, l'info continue. Sur l'application mobile ou le site internet, envoyez de l'argent avec Western Union et restez connecté à vos proches. Et en ce moment, téléchargez l'application et profitez de 0 € de frais de transfert pour votre première transaction. Western Union.